Le 11 octobre 1943, 4 chasseurs République P-47 Thunderbolt foncent à pleine vitesse vers la base japonaise de Wewak, en Nouvelle-Guinée. Le colonel Neil Kirby mène cette mission suicide avec 3 pilotes téméraires de son escadron. Leur objectif semble simple, frapper les installations ennemies et disparaître avant que la défense ne réagisse. Mais lorsque les 4 appareils américains surgissent au-dessus de la jungle dense, un spectacle terrifiant les attend. 40 chasseurs japonais de l'armée impériale décollent en urgence pour protéger leur base stratégique. Les chiffres sont clairs, 10 contre 1. N'importe quel pilote raisonnable aurait fait demi-tour immédiatement. Pourtant, Kirby observe calmement cette nuée d'avions ennemis qui se rapprochent dangereusement. Il calcule rapidement les probabilités de survie et sourit. Chaque Thunderbolt dispose de 8 mitrailleuses lourdes Browning de calibre 12,7 mm capables de cracher 100 projectiles par seconde. Pour lui, les chances sont parfaitement équilibrées. Sans hésiter une seule seconde, il lance son appareil dans la mêlée infernale qui commence. Les P-47 plongent vers la formation japonaise avec une violence inouïe. Les mitrailleuses rugissent simultanément et les balles déchiquettent littéralement les premiers chasseurs ennemis. En quelques secondes à peine, 3 appareils japonais explosent en plein vol dans des boules de feu spectaculaires. Les débris métalliques tournent dans les airs avant de s'écraser dans la jungle en contrebas. Les pilotes nippons tentent désespérément de riposter, mais ils découvrent avec horreur que leurs adversaires sont pratiquement invulnérables. Les balles japonaises rebondissent sur le blindage épais des Thunderbolt sans causer le moindre dégât significatif. Kirby vire brutalement sur la gauche et aligne un nouveau chasseur ennemi dans son viseur. Une brève rafale suffit pour sectionner l'aile du malheureux appareil qui part en vrille mortelle. Le combat devient rapidement un carnage total pour les Japonais qui perdent avion après avion face à cette puissance de feu dévastatrice. Mais comment ces monstres volants ont-ils vu le jour? L'histoire commence bien loin de ces cieux du Pacifique, dans l'empire russe déclinant des tsars. Alexandre Kartveli naît en 1896 à Tiflis, en Géorgie, au sein d'une famille aristocratique fortunée. Dès son plus jeune âge, il développe une fascination obsessionnelle pour les machines volantes qui commencent tout juste à conquérir les cieux. À seulement 10 ans, contre l'avis de sa famille qui le destine à une carrière administrative, il intègre une école militaire prestigieuse avec un objectif unique, devenir pilote ou officier de marine. Son rêve se concrétise lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914. Kartveli obtient son brevet de pilote et rejoint immédiatement les escadrilles impériales russes qui combattent sur le front de l'Est. Entre 1915 et 1916, il accumule les missions périlleuses face aux redoutables pilotes allemands et austro-hongrois. Ses talents exceptionnels lui valent rapidement une réputation de pilote intrépide et efficace. Ses compétences impressionnent tellement sa hiérarchie qu'en 1917, il reçoit une invitation extraordinaire. Le gouvernement impérial sélectionne plusieurs pilotes d'élite pour un voyage d'études aux États-Unis afin d'apprendre les dernières techniques aéronautiques américaines. Kartveli embarque avec enthousiasme pour cette aventure qui va changer sa vie à jamais. Mais pendant qu'il étudie l'aéronautique américaine, la révolution bolchevique explose en Russie. Le pays sombre dans le chaos total et la guerre civile. La famille Kartveli perd tous ses biens et privilèges. Alexandre comprend rapidement qu'il ne pourra jamais rentrer dans sa patrie, devenue la capitale mondiale du communisme. Exilé et sans ressources, il doit recommencer sa vie à zéro en Amérique. Heureusement, ses talents de pilote et d'ingénieur ne passent pas inaperçus. La compagnie Curtiss Aeroplane le recrute comme pilote d'essai et ingénieur aéronautique. Kartveli se distingue rapidement par sa créativité technique et sa compréhension profonde des besoins militaires. L'armée américaine remarque ce génie exilé et lui offre le grade de major dans la réserve de l'Army Air Corps. Tout va bien se jouer maintenant, car l'histoire du Thunderbolt
commence vraiment. Au début des années 1930, l'Army Air Corps américain cherche désespérément à remplacer le vieillissant Seversky P-35, créé par un autre immigré russe, Alexandre Seversky. Kartveli travaille désormais pour République Aviation et saisit cette opportunité en or pour prouver son génie. Il soumet plusieurs projets audacieux, la P-4, la P-10 et diverses variations du P-43 lanceur. Les militaires examinent longuement ces propositions, en exigeant constamment des modifications supplémentaires. Après d'interminables négociations et ajustements techniques, l'armée accepte finalement le design révolutionnaire. Le prototype reçoit le code XP47 et les premiers tests débutent en 1940 dans le plus grand secret. L'appareil qui sort des ateliers République Aviation impressionne immédiatement par ses dimensions colossales pour un chasseur monomoteur. Son envergure atteint 12,77 mètres, tandis que sa longueur totale mesure 11,3 mètres. La hauteur jusqu'au sommet de la dérive culmine à 4,48 mètres et la surface à l'air couvre 93 mètres carrés. À vide, cette bête métallique pèse 4513 kg, un chiffre absolument monstrueux. Au décollage, avec le plein de carburant et les munitions, le poids grimpe vertigineusement jusqu'à 7938 kg. Pour propulser cette masse énorme dans les airs, les ingénieurs installent un moteur Pratt & Whitney R 2859 double Wasp. Ce monstre mécanique à 18 cylindres refroidi par air développe plus de 2500 chevaux, qui entraîne une hélice quadripale massive montée sur le nez. Les performances brutes laissent les pilotes d'essai bouche bée lors des premières démonstrations. La vitesse maximale enregistrée dépasse les 697 km/h en vol horizontal. Le rayon d'action normal atteint environ 716 km sans réservoir supplémentaire. Le plafond opérationnel grimpe jusqu'à 12 497 mètres d'altitude où l'oxygène se raréfie dangereusement. Quant au taux de montée initial, il atteint 975 mètres par minute, permettant des interceptions rapides. Le cockpit standard offre une excellente visibilité panoramique pour repérer les ennemis. Le train d'atterrissage classique, avec roulette de queue, se rétracte complètement dans la structure pour réduire la traînée aérodynamique. Mais la véritable révolution se cache dans les ailes métalliques du Thunderbolt. Chaque aile abrite 4 mitrailleuses lourdes Browning M2 de calibre 12,7 mm disposées en quinconce intelligent. Cette disposition décalée permet l'alimentation depuis des caissons de munitions juxtaposés contenant chacun plus de 350 cartouches par arme. Le total de 8 mitrailleuses confère au P-47 une puissance de feu jamais vue auparavant sur un chasseur américain. Aucun autre appareil ne transporte le double de l'armement standard des avions de combat contemporains. La cadence de tir combinée transforme le Thunderbolt en véritable scie volante capable de déverser plus de 200 projectiles sur une cible en quelques secondes seulement. Cette concentration de plomb déchire littéralement tout ce qu'elle touche dans les airs. Les chasseurs japonais légers et non blindés explosent instantanément sous une seule rafale précise. Les bombardiers allemands massifs encaissent les impacts pendant quelques secondes avant que leur réservoir n'explose violemment. Au sol, les rafales pulvérisent les aérodromes ennemis en transformant les pistes en cratères inutilisables. Les baraquements militaires s'effondrent comme des châteaux de cartes. Les dépôts de munitions sautent en chaîne, provoquant des destructions catastrophiques. Les convois de ravitaillement deviennent des tas de ferrailles fumantes en un clin d'œil. Cependant, cette puissance destructrice cache un défaut majeur qui inquiète sérieusement les ingénieurs et les pilotes. Les 8 mitrailleuses, avec leurs munitions, alourdissent considérablement l'appareil, qui devient nettement plus lourd que tous les autres chasseurs monomoteurs américains en service. Kartveli lui-même reconnaît ouvertement ce problème avec une franchise désarmante en déclarant que son avion sera un dinosaure, mais un dinosaure aux proportions harmonieuses. Les tests révèlent des performances décevantes en combat tournoyant face aux chasseurs légers ennemis. Certains ingénieurs proposent même d'ajouter un canon de 20 mm pour encore plus de destruction.
Mais cette idée folle est rapidement abandonnée quand les calculs montrent que le poids supplémentaire réduirait la vitesse maximale de seulement 80 km/h, rendant l'appareil totalement inutile pour les combats aériens et les missions de bombardement rapide. Malgré son poids catastrophique, République Aviation décide de transformer ce défaut en avantage tactique inattendu. Les ingénieurs ajoutent des points d'emport sous le fuselage et les ailes, permettant de transporter jusqu'à 1134 kg de bombes supplémentaires. Le Thunderbolt peut également emporter 10 roquettes non guidées HVAR destinées à pilonner les objectifs maritimes et terrestres ennemis. Les réservoirs largables remplacent même les caissons de munitions sur certains points d'ancrage pour étendre drastiquement le rayon d'action opérationnel. Cette polyvalence inattendue compense partiellement les faiblesses en combat rapproché du mastodonte volant. La production de masse commence avec le modèle B, qui reçoit un moteur développant 2000 chevaux et arrive en 1943 entre les mains des pilotes britanniques et américains. République fabrique plus de 160 exemplaires avant de les reléguer rapidement au rôle ingrat d'avion d'entraînement dès l'apparition de versions améliorées. Le modèle C apporte un moteur plus puissant et des modifications mineures au fuselage qui s'allonge de 20 cm pour accueillir un réservoir externe destiné aux opérations longue distance au-dessus des territoires contrôlés par les forces allemandes et japonaises. Le modèle D devient rapidement la version la plus produite et la plus célèbre du P-47 dans tous les théâtres d'opération. Son moteur bénéficie du système War Emergency Power, qui injecte de l'eau pour augmenter temporairement la puissance disponible lors des situations critiques. Les pneus du train d'atterrissage sont renforcés pour encaisser les atterrissages brutaux sur les pistes improvisées des bases avancées. Les commandes de vol sont simplifiées pour réduire la charge de travail du pilote pendant les combats intenses. République ajoute également des points d'emport supplémentaires, permettant de transporter 10 roquettes HVAR ou 3 réservoirs largables pour les missions d'escorte profonde en territoire hostile. Une variante unique et fascinante apparaît spécifiquement pour contrer une menace terrifiante venue d'Allemagne. Les fusées de représailles V1 pleuvent sans relâche sur Londres et les villes britanniques, causant des destructions massives parmi les populations civiles. Les chasseurs conventionnels manquent cruellement de vitesse pour intercepter ces armes volantes démoniaques. République crée alors le P-47 Hot Rod, spécialement optimisé pour la chasse pure. Cette version allégée et surpuissante atteint la vitesse stupéfiante de 760 km/h en piqué. Les pilotes réussissent même à abattre plusieurs bombardiers à réaction Arado AR-234 et chasseurs Messerschmitt ME-262 qui terrorisent les formations de bombardiers alliés. Le modèle N constitue la dernière évolution majeure du Thunderbolt avant la fin des hostilités. Les ailes sont rallongées de 46 cm, tandis que les extrémités sont coupées pour améliorer radicalement l'efficacité des manœuvres de tonneau lors des combats tournoyants. République produit plus de 1800 exemplaires de cette version finale qui sert exclusivement dans le théâtre pacifique, où elle excelle particulièrement dans les missions de bombardement au sol et les combats contre les chasseurs japonais légers. Plusieurs prototypes expérimentaux bizarres attirent également l'attention des ingénieurs militaires. Le XP-47E dérive directement du modèle B et teste un cockpit pressurisé permettant les vols à très haute altitude sans combinaison encombrante. Le XP-47F sert de banc d'essai pour des ailes à flux laminaire révolutionnaires, mais disparaît tragiquement lors d'un accident mortel en octobre 1943. Le XP-47H reçoit des moteurs expérimentaux Chrysler, tandis que le P-47J représente une tentative désespérée de réduire drastiquement le poids global tout en augmentant simultanément la puissance moteur disponible. Les premiers Thunderbolt débarquent en Europe à la fin de 1942 dans des caisses soigneusement scellées. Les pilotes américains commencent leurs entraînements intensifs plusieurs mois plus tard pour maîtriser cette machine complexe et capricieuse. La première rencontre de combat réelle se déroule au-dessus des campagnes françaises en mars 1943,
lorsqu'une patrouille de P-47 intercepte des chasseurs allemands escortant des bombardiers. L'arsenal dévastateur du Thunderbolt passe immédiatement l'épreuve du feu contre les redoutables Focke-Wulf FW-190 et Messerschmitt B F-109 qui dominent les cieux européens. Lorsque la guerre se termine enfin en 1945, les statistiques finales impressionnent même les plus sceptiques. Les P-47 totalisent plus de 740 000 sorties opérationnelles sur tous les fronts. Ils revendiquent officiellement plus de 3 700 victoires aériennes confirmées, au prix de 3 500 pertes, toutes causes confondues. Ces chiffres prouvent définitivement que le dinosaure aux bonnes proportions, imaginé par Kartveli, mérite pleinement sa place dans l'histoire de l'aviation militaire mondiale. Le capitaine Robert Johnson devient rapidement une légende vivante au sein des escadrilles de chasse américaines stationnées en Europe. Aux commandes de différentes variantes du P-47, il accumule méthodiquement 27 victoires aériennes confirmées lors de missions périlleuses au-dessus des Pays-Bas, de la Belgique et d'autres grandes villes européennes occupées. Ces missions d'escorte protègent les formations massives de bombardiers lourds qui pilonnent sans relâche les usines et infrastructures allemandes. Johnson développe une technique particulière, exploitant la robustesse exceptionnelle du Thunderbolt qui encaisse des dégâts incroyables avant de tomber. Lors d'une mission mémorable, son appareil reçoit plus de 200 impacts d'obus et de balles, mais réussit miraculeusement à regagner la base anglaise en volant presque uniquement sur la volonté de son pilote. Le lieutenant-colonel Francis Gabreski surpasse même Johnson en décrochant 28 victoires homologuées pendant ses combats acharnés sur le front occidental. Commandant de la 61e escadrille de chasse, Gabreski survole inlassablement la France et l'Allemagne en escortant les forteresses volantes B-17 qui bombardent les centres industriels ennemis. Ces tactiques agressives lui permettent d'abattre de nombreux Focke-Wulf FW-190 et Messerschmitt B F-109 lors de combats tournoyants violents où la moindre erreur signifie la mort certaine. Gabreski perfectionne l'art d'exploiter la puissance de feu supérieure du Thunderbolt en effectuant des passes rapides dévastatrices avant de se dégager immédiatement pour éviter les représailles ennemies. Le colonel Hubert Zemke commande le légendaire 56e groupe de chasse surnommé la meute de loups de Zemke en raison de leur férocité absolue lors des engagements. Initialement sceptique sur les capacités réelles du P-47, qu'il juge trop lourd et peu maniable, Zemke change radicalement d'opinion après avoir compris comment utiliser intelligemment ses forces spécifiques. Il enseigne à ses hommes des tactiques révolutionnaires basées sur la vitesse en piqué phénoménale et le blindage extraordinaire du Thunderbolt plutôt que sur les acrobaties aériennes classiques. Zemke revendique personnellement 18 destructions confirmées et transforme son unité en machine de guerre redoutablement efficace. Ces succès impressionnent tellement la hiérarchie militaire que le général Curtis LeMay le rappelle à Washington pour partager son expertise avec d'autres commandants d'escadrille. La Royal Air Force britannique utilise massivement le P-47 depuis 1942 sur tous les théâtres européens, pacifiques et durant la campagne de défense de l'Inde contre l'invasion japonaise menaçante. Les pilotes britanniques apprécient particulièrement sa capacité à encaisser des punitions terribles qui détruiraient instantanément leurs Spitfire et Hurricane plus légers. Les forces aériennes françaises libres, refusant de servir le régime collaborateur de Vichy, reçoivent plus de 440 P-47D pour libérer leur patrie occupée. Ces pilotes français combattent avec une rage vengeresse décuplée pour chasser l'envahisseur de leur territoire national. Durant la campagne d'Italie de 1943, la force expéditionnaire brésilienne engage environ 50 P-47D pilotés par la première escadrille de chasse de l'armée de l'air brésilienne. Ces aviateurs sud-américains courageux effectuent plus de 440 sorties offensives contre les positions allemandes retranchées dans les montagnes italiennes.
Leur performance exceptionnelle leur vaut une citation présidentielle honorifique décernée dans les années 1980 pour reconnaître leur bravoure exemplaire. La célèbre 201e escadrille de chasse mexicaine écrit également des pages glorieuses dans le théâtre pacifique en volant sous les couleurs de la 5e force aérienne américaine basée aux Philippines. Ces pilotes mexicains intrépides accomplissent l'exploit incroyable d'effectuer plus de 780 sorties de combat sans perdre un seul appareil face aux chasseurs japonais pourtant supérieurs en maniabilité. Leur discipline rigoureuse et leur maîtrise parfaite du Thunderbolt compensent largement les défauts du lourd chasseur américain. L'Union soviétique, alliée des Américains, reçoit également de nombreux P-47D dans le cadre du programme de pré-bail massif. Les pilotes soviétiques utilisent ces appareils robustes pour défendre leur ville contre les raids de bombardement allemands qui ravagent systématiquement les centres urbains et industriels. Après la capitulation allemande finale, les surplus considérables de Thunderbolt sont vendus à l'armée de l'air nationaliste chinoise qui les engage dans la guerre civile sanglante contre les forces communistes de Mao. Des décennies plus tard, la France coloniale emploie également des P-47 durant la terrible guerre d'indépendance algérienne qui déchire le pays pendant des années. Le destin du Thunderbolt ne s'arrête pas avec la fin des conflits mondiaux. Dans les années suivantes, l'armée de l'air américaine émet un cahier des charges exigeant pour créer un avion dédié exclusivement au support aérien rapproché des troupes au sol. Ce programme ambitieux aboutit finalement à la création du Fairchild Republic AD Thunderbolt II qui perpétue fièrement l'héritage de son ancêtre légendaire. Revenons maintenant à ce matin fatidique du 11 octobre 1943 au-dessus de la jungle luxuriante de Nouvelle-Guinée. Le colonel Kirby observe la nuée de chasseurs japonais qui foncent vers sa petite formation avec une détermination meurtrière évidente. Les pilotes nippons pensent avoir piégé 4 proies faciles qu'ils vont abattre rapidement avant de retourner protéger leur base stratégique de Wewak. Mais ils ignorent totalement qu'ils viennent de déclencher leur propre massacre programmé. Kirby sélectionne calmement sa première cible parmi la formation ennemie désorganisée qui se précipite impulsivement vers les Thunderbolts américains. Il ajuste méthodiquement sa trajectoire et appuie fermement sur la gâchette, libérant un déluge de plomb mortel. Les 8 mitrailleuses lourdes crachent simultanément leur venin destructeur pendant exactement 2 secondes. Le chasseur japonais disparaît instantanément dans une explosion orange violente qui projette des débris enflammés dans toutes les directions. Kirby vire sèchement sur l'aile droite et aligne immédiatement un deuxième adversaire totalement paniqué. Une nouvelle rafale courte pulvérise le cockpit ennemi, transformant l'avion en cercueil volant qui plonge vers la canopée verte en dessous. Les 3 autres pilotes américains imitent parfaitement leur commandant en transformant le ciel pacifique en véritable boucherie aérienne. Leurs Thunderbolts virevoltent avec une agilité surprenante malgré leur masse considérable et déversent des torrents de balles perforantes sur les chasseurs japonais complètement dépassés par cette violence inattendue. Les appareils nippons explosent les uns après les autres comme des feux d'artifice mortels illuminant le ciel tropical d'une clarté sinistre. Les pilotes japonais survivants tentent désespérément d'utiliser leur supériorité théorique en combat tournoyant pour prendre l'avantage tactique. Leurs avions légers virent effectivement beaucoup plus serrés que les lourds Thunderbolt américains. Mais chaque fois qu'ils alignent un P-47 dans leur viseur et ouvrent le feu, leurs balles rebondissent pathétiquement sur le blindage épais sans causer le moindre dommage sérieux. En revanche, une seule rafale américaine suffit systématiquement pour désintégrer complètement leur fragile machine dépourvue de toute protection efficace. Kirby enchaîne les victoires avec une précision chirurgicale terrifiante qui glace le sang de ses adversaires survivants. Il abat méthodiquement 6 chasseurs ennemis en succession rapide durant ce combat déséquilibré qui tourne au carnage total.
Ces 3 ailiers ajoutent leur propre destruction confirmée au tableau de chasse collectif qui devient rapidement catastrophique pour les Japonais. La formation impériale, initialement composée de 40 appareils, fond comme neige au soleil sous les rafales dévastatrices des mitrailleuses Browning qui ne connaissent aucune pitié. Les survivants japonais, horrifiés, abandonnent finalement le combat après avoir perdu plus de la moitié de leur effectif en quelques minutes apocalyptiques. Ils s'enfuient précipitamment vers leur base en espérant échapper à cette mort volante implacable. Les 4 Thunderbolts victorieux patrouillent encore quelques instants au-dessus du champ de bataille jonché d'épaves fumantes avant de mettre le cap vers leur propre aérodrome. Kirby atterrit triomphalement sous les acclamations frénétiques des mécaniciens et pilotes qui ont suivi l'engagement radio avec une tension insoutenable. Cet exploit absolument remarquable vaut au colonel Neil Kirby la plus haute distinction militaire américaine, la Medal of Honor que le président lui remet personnellement lors d'une cérémonie solennelle à Washington. Son courage exceptionnel et sa maîtrise parfaite du Thunderbolt inspirent profondément toute une génération de pilotes de chasse qui rêvent d'égaler ses prouesses légendaires. Tragiquement, Kirby trouvera la mort quelques mois plus tard lors d'une autre mission au-dessus de la Nouvelle-Guinée. Mais son nom restera gravé éternellement dans l'histoire de l'aviation de combat américaine. Le P-47 Thunderbolt prouve définitivement que le poids et la puissance brute peuvent triompher de l'agilité et de la légèreté dans certaines conditions tactiques spécifiques. Ce dinosaure aux bonnes proportions, imaginé par l'ingénieur russe exilé Alexandre Kardveli, transforme radicalement les doctrines de combat aérien, en démontrant qu'un chasseur lourdement armé et blindé peut dominer totalement des adversaires plus maniables mais vulnérables. Son héritage perdure encore aujourd'hui à travers le redoutable A-10 Thunderbolt II qui continue de faire trembler les ennemis de l'Amérique sur tous les champs de bataille modernes. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez surtout pas à laisser un like pour soutenir notre travail de recherche historique approfondie. Partagez vos propres connaissances sur le Thunderbolt dans les commentaires ci-dessous, car nous adorons échanger avec des passionnés d'aviation comme vous. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires fascinantes sur les avions légendaires qui ont changé le cours de l'histoire mondiale.